Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette édition de Discutons Passion, nous allons échanger avec deux hommes qui ne se connaissent pas, mais qui ont des similitudes sur le deuil. Chacun, à tour de rôle, a vécu le décès de frères et pères. Ils nous parleront des étapes du deuil, des émotions ressenties pendant et après. Alors, je suis Darnley Dubois, venez avec moi à leur rencontre. Alors, bienvenue à cette édition de Discutons Passion. J'ai avec moi Joey Valsin. Bonjour. Bonjour. Joey qui a perdu son frère en décembre 2021 et son père en avril 2022. C'est bien ça. Donc, avec 4 mois d'intervalle. Et j'ai également avec moi Richard Verdieu. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien, oui. Alors, Richard qui a perdu son père en octobre 2019 et frère en juillet 2020. Donc, avec 9 mois d'intervalle. Exact. Merci, messieurs, de partager ce vécu et cette tragédie-là avec moi et avec le grand public. Merci. Je vais commencer avec Joey. On va faire un retour dans le temps. Donc, aussi loin que ta mémoire se rappelle, en termes d'émotions, mais aussi ta journée. Elle ressemblait à quoi? Elle était supposée être comment? Est-ce que tu devais te lever, aller travailler? Qu'est-ce que tu devais faire? Et au moment d'apprendre la nouvelle, comment tu as pris ça? Merci Darnley. Et écoute, 25 décembre, donc c'est une journée festive. On s'attend à fêter en famille, manger un bon souper, puis ouvrir des cadeaux de Noël s'il y en a. Donc moi, ma matinée a commencé en m'entraînant, parce que depuis déjà plusieurs mois, je m'entraînais vraiment avec constance. Donc, j'étais en train de m'entraîner dehors avec un ami et j'ai reçu un appel du meilleur ami de mon petit frère. OK. Et C'était vers quelle heure à peu près? c'était à peu près vers midi. OK. Et il m'a annoncé qu'il y avait eu un accident au travail de mon frère et que ça se pourrait que mon frère était blessé, mais qu'il me reviendrait avec plus d'informations. OK. Donc, moi, très impatient, je l'ai rappelé plusieurs fois. Puis finalement, il m'a dit que ça se pourrait que mon frère s'est cassé la jambe et qu'il ne sait pas encore dans quel hôpital qu'on l'avait transféré. OK. Donc moi, les premières émotions que j'ai ressenties là, c'était de la colère. Parce que je me disais dans quelles circonstances mon frère s'est cassé les jambes. Est-ce qu'il y a eu une bagarre? Étant donné qu'il était employé, est-ce qu'il y avait des clients pas contents? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il s'était fait des ennemis même? Donc, il y avait toutes sortes d'hypothèses dans ma tête. Mais tranquillement, ça a commencé à s'éclaircir. Donc, j'ai reçu l'appel de sa superviseure qui m'a dit que justement, il y avait bel et bien eu un accident et que mon frère est emmené dans un hôpital et très bientôt, il saurait c'était quel hôpital. Donc, étant donné, moi, je ne suis pas trop quelqu'un qui attend forcément qu'on m'amène des solutions. J'ai entrepris de les trouver moi-même. Donc, j'ai fait le tour des hôpitaux qui auraient pu être à côté du travail de mon frère. Et j'en ai déduit que c'était l'hôpital Children's Hospital. OK. Donc, j'ai dit à mon père d'y aller pendant que moi, je continuais à faire mes recherches. Puis lui, en route pour y aller, moi, je reçois d'autres appels comme quoi que ça aurait pu être plus grave que seulement une jambe cassée. Donc encore là, tout n'est pas pleinement clair. Mon père arrive à l'hôpital. Il me dit, il va me rappeler parce que maintenant, il voit un médecin de l'urgence pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que son fils est dans cet hôpital? OK, donc il était dans cet hôpital-là? Oui, OK. il était dans cet hôpital-là. Et donc, en même temps, en avant de chez moi, je continue à m'entraîner comme mine de rien. En avant de chez moi, il y a un policier qui vient en sens inverse. Une voiture de police et 2 policiers sortent. Étant donné des événements George Floyd qui venaient de se passer récemment et tout, j'avais quand même une certaine réticence aussi à la venue des policiers en face de chez moi. En sens inverse aussi, s'étaient parqués. Puis ils m'ont dit bonjour,
est-ce que vous connaissez M. Riley Valsin? J'ai dit oui, bien sûr, c'est mon jeune frère. Il dit ok, asseyez-vous, on doit vous parler. Donc j'étais encore à la défensive. J'ai dit écoutez, ce que vous avez à me dire, vous pouvez me le dire, je vais l'écouter debout. Ils ont dit écoutez, monsieur, on a le regret de vous annoncer que votre jeune frère est décédé d'un accident de travail. Donc le jour de Noël. En même temps, il y a mon père qui m'appelle. Au téléphone, dans son silence, j'ai compris aussi. Et à ce moment-là, il y a une pensée qui m'est venue pour ma mère. Ma mère qui adore les fêtes, qui adore prendre soin de sa famille. Et ce jour de Noël, connaissant ma mère, elle avait déjà arrangé la chambre de mon petit frère. Elle préparait déjà la table pour qu'on puisse souper tous en famille. Et je me disais comment maintenant j'allais annoncer ça à ma chère maman. Donc je dirais que après cette nouvelle, c'était la chose la plus difficile à faire. Et on l'a fait. On l'a fait sans pour autant dire un mot. Lorsque ma mère m'a vu arriver avec mon père, je pense qu'elle a compris. Elle a dit, il est où Riley? Il est où ton frère? On n'a pas répondu. Puis, commencé à pleurer. Puis, écoutez, après ça, Donc, c'est tout un 25 décembre. Que je ne suis pas assez tôt d'oublier. Non, j'imagine. De ton côté, Richard, tu as perdu ton père en premier. Ouais, c'est mon père, ouais. En premier. Et si tu peux nous ramener cette journée-là, qu'est-ce que tu étais supposé faire? Qu'est-ce qui s'est fait? Comment tu as pris la nouvelle? Ah, cette journée-là, je me rappelle comme si c'était hier, parce que j'étais au travail. En fait, j'étais censé parler avec mon père, parce que moi, ma fête, c'était le 7. Mon père est décédé le 11 octobre, 4 jours plus tard. Et je me rappelle, mon père m'avait envoyé un message. Il essayait de me rejoindre au téléphone, parce que mon père est en Haïti. Et puis, mon téléphone sonnait, mais j'ai manqué l'appel. Puis, il m'avait laissé un message vocal, un message pour me dire « Ah, bonne fête, mon fils. Je t'aime beaucoup. Je sais qu'on est loin, mais bonne fête. » Après, j'ai écouté. Je dis « Ok, ouais, je vais répondre, tu vois. » La négligence. Moi, je vais répondre. Puis, les jours passent et tout. J'ai ma soeur qui me disait, ma grande soeur qui habite à Boston, puis elle me disait, écoute, est-ce que tu es au courant, mon père est malade et tout. Moi, je suis comme, oh, je vais l'appeler. Puis elle m'avait dit ça la veille et tout, le 10 et tout. Parce que j'ai dit, ouais, parce qu'il m'avait appelé pour ma fête. Puis il m'avait laissé un message, mais j'ai juste répondu, je dis, ouais, merci, mais je vais l'appeler. En parlant de la veille et tout, dans cette même veille-là, j'ai parlé avec un de mon petit frère qui était en Haïti. Puis on s'est parlé, tout de rien. Puis après, il me dit, ouais, mon père, il file pas trop. Hein. Ouais, essaie de l'appeler pour parler, tu vois. Moi, je comment que c'est good, je vais essayer de l'appeler. Puis la journée du 11, j'étais au travail. J'ai reçu un appel, c'était le numéro de téléphone de mon père. Ah ouais, je suis comme, ok, ça c'est mon père là, qui m'appelle parce que là, il va me chicaner parce que je l'avais pas appelé. Ouais, ben parce que des fois, c'est des discussions qu'on a eues. Des fois, quand il me dit, ouais, tu m'appelles pas, tu sais pas comment je vais et tout. Donc, c'est là, et ben, genre, ok, c'est mon père là qui m'appelle. Là. Bon, ok, oui, allô. Puis c'est mon petit frère qui me dit, ben, il était sur le choc. Puis lui me dit, yo, mon père est mort. Moi, j'étais comme, ok. Qu'est-ce qu'il y avait ton père? Mais vu qu'on n'est pas la même mère, dans ma tête, il me dit son père est mort. Mais c'était le beau-père. Mais dans ma tête, je capte pas qu'il est en train de me dire mon père est mort. Moi, je suis comme, ah ouais? Il y avait quoi? Il dit, yo, mon père est mort, man. J'étais comme, ouais, mais c'est quoi qu'il y avait? Yo, mon père était malade, bro. Mon père est mort. Mais c'est là, j'ai comme une flash en me disant, non, mais lui, c'est mon frère. On n'est pas la même mère, donc. Mais vous parlez du même moi, père. j'ai ce que tu veux dire, mon père est mort. Il dit, oui. Ah, je suis comme, oh. Ah, yo, tu sais quoi? Attends, je te rappelle. Puis j'ai raccroché, j'étais comme, mon père est mort. C'est là, j'étais comme, ok. C'est comme, je viens. Les émotions viennent, c'est pas évident. C'est là, j'étais comme. Puis je me rappelle, j'étais au travail à cette époque-là, il y avait un collègue à côté de moi. Je retournais ma chaise, j'étais comme, yo, mon père est mort. Le gars était comme, ouais, hein? Ouais, hein? Après, j'étais comme, mais j'ai l'impression de manquer quelque chose. C'est comme, parce qu'en fait, j'étais censé l'appeler. J'étais censé l'appeler pour savoir comment il va.
Mais c'est ça, je pense que c'est à cause de ça que j'ai manqué. J'étais comme, mais non. C'est pas évident. Est-ce que tu Bon. t'en veux de pas l'avoir Et c'est rappelé? là où que je réalise que dans la vie, que quelqu'un s'en va, c'est bon, là, c'est parti. Cette personne n'est plus là, n'y est plus. C'est fini, tu veux plus pouvoir le revoir pour lui dire ce que tu as envie de lui dire, whatever, là. C'est Est-ce que off. tu t'en veux de pas l'avoir rappelé? Oui, oui, pour vrai, je m'en voulais pendant plusieurs mois, jusqu'à la mort de mon petit frère. Ok. Puis là, j'ai arrêté. Ok. Ouais. Joey, de ton côté, comment on passe au travers des funérailles? D'abord, il faut les organiser. Il faut les organiser, ces funérailles-là. On est dans le temps des fêtes en plus. Il faut organiser des funérailles. Donc, j'imagine appeler des centres funéraires, etc. Avec les émotions, comment est-ce qu'on passe au travers de funérailles? Écoute, waouh, maintenant que tu le dis, ces funérailles ont été particulièrement difficiles à organiser parce qu'on était dans la période de confinement. En plus. Et donc, il y avait seulement les entreprises essentielles là, qui étaient ouvertes. Donc, on avait compris qu'en faisant des funérailles, on n'aurait pas pu avoir tout le monde dans la salle. Et donc, c'est de là que Sacha Wilkimerazé, de mes bons amis, a suggéré qu'on fait une vigile au Vieux-Port de Montréal parce qu'il y avait des amis de mon frère qui suggéraient justement de faire une vigile ou une marche au Mont-Royal. Mais Sacha jugeait que, étant donné qu'il était mort au Vieux-Port, alors c'était important de le commémorer au Vieux-Port de Montréal. Donc, on a organisé une vigile dans laquelle il y a eu plus de 200-300 personnes, des personnalités publiques, tous les différents médias. Puis, c'était très magique parce que à la fin de cette vigile où tout le monde a pu partager ses émotions, puis on a pu voir à quel point Riley représentait beaucoup aux yeux de sa communauté, des employés, l'employeur, etc. À la fin de cette belle soirée-là, il y a eu une sorte de petite pluie magique, mais c'était une fine pluie. Comme une pluie qui vient te caresser pour te dire que tout va bien aller. Puis, je dirais que cette vigile nous a vraiment aidés dans le processus du deuil. Parce que juste voir à quel point qu'on n'était pas les seuls à pleurer Riley, qu'on n'était pas les seuls, que Riley était important pour lui, et que même après sa mort, malgré qu'il y avait le danger de la COVID, il faisait froid, les gens étaient prêts à se déplacer en grand nombre le soir au Vieux-Port de Montréal. Il fait très froid au Vieux-Port de Montréal en décembre. Oui, c'est sûr. Donc ça nous a aidés. Mais sinon, avec les médias, vous savez, normalement quand quelqu'un meurt, généralement on apprend de la famille, puis souvent ça s'arrête là. On entend parler dans nos communautés, mais lorsque maintenant ça fait la une du journal, c'était beaucoup de pression. Puis, perdre un fils, je ne souhaite ça à personne, je n'ai pas encore perdu un fils, alors j'imagine pas la douleur des parents. Mais là maintenant, imaginez-vous avoir à gérer des médias, gérer tout ce qui se passe avec la COVID. Donc on venait de passer des moments très difficiles avec la COVID, avec les confinements et tout. Je me suis dit que je devais tout prendre en charge. Parce que j'ai l'impression que tous ces entraînements que je faisais ces mois précédents, ces méditations que je faisais souvent pour être capable d'un peu faire ce qui doit être fait, peu importe l'état émotionnel que je ressens, j'ai l'impression que c'était pour ça. Parce qu'au moment qu'il fallait, j'ai pu être fort. Puis souvent les gens pensaient qu'être fort veut dire que j'ai pas pleuré. Non, j'ai pleuré grandement mon frère. J'ai profondément pleuré mon frère et ça m'a fait du bien car ces larmes démontraient la proximité de la relation qu'on partageait. D'ailleurs, la veille de sa mort, le souper de la veille de Noël, le réveillon, on avait soupé en famille ensemble chez moi. Et je me rappelle, moi je devais partir pour jouer dans un concert dans une église. Je devais jouer de la trompette. Et j'ai été le voir, j'ai dit, bye mon frère, je dois aller jouer. On va se voir demain. Tu sais? On va se voir demain, comme si je suis Dieu et je décide de qui va être vivant demain. Donc j'ai arrêté de faire ça. Donc je lui ai donné un câlin. J'étais très affectueux avec mon frère. J'ai déposé ma tête sur son torse. Puis j'ai dit bye frérot. Arrivé dans l'escalier, il est venu me voir encore. Parce que mon frère, c'est pas le gars qui va te dire je t'aime. Ou il va être très verbal, mais dans sa manière d'être avec toi, les petits gestes qu'il fait, c'est sa manière de dire je t'aime. Donc il est venu encore, puis il m'a regardé, je me suis appuyé sur lui, puis j'ai dit check it bro, je t'aime. Ce fut mes dernières paroles à mon frère. Et je pense que le fait que
je checké, bro, je t'aime, c'était ça la dernière chose que je lui ai dit. Je me suis senti un peu bien OK. parce que j'ai pu le démontrer que je l'aimais. OK. Pas seulement après sa mort, puis même on était en souper ensemble et on avait installé des choses dans la maison. Le fait qu'on a passé ces moments, ça m'a aidé. Ça m'a vraiment aidé. Tout le support de la communauté, des gens comme toi aussi, ça a aidé. Merci. Je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit par rapport pleurer les larmes. Richard, on entend souvent un homme ne doit pas pleurer. Souvent, on entend tout petit là. Les hommes sont élevés. Les hommes forts et ne pleurent pas. Merci C'est ce qu'ils beaucoup. disent, ouais. Est-ce que selon toi c'est vrai ou est-ce que toi tu t'es donné le droit de pleurer Ah ben oui, le bien décès? sûr, bien sûr. En fait, moi, le décès de mon père, c'était... Sur le coup, j'ai pas pleuré. J'étais plus sur le choc. Puis je me rappelle cette journée-là et j'ai dû quitter mon travail plus tôt. Mais dans ma voiture, c'est là que je suis breakdown. C'est là, ça a comme... J'étais comme, waouh! C'était comme on dit... Comment je veux dire ça? C'était comme... Hein, c'est deep. C'est une douleur profonde pour vrai. C'est vraiment... T'es comme... C'est quoi ça de se sentir aussi mal, d'avoir une telle douleur que vraiment... Écoute, tu t'es blessé. On peut voir, on peut penser. Tu comprends, t'as mal au ventre, t'as des pilules, tu peux prendre, tu comprends? Mais c'était une douleur, mais c'est dans le cœur, ça fait mal, t'es comme, ça passe quand? Et pour vrai, c'est... Des gens qui pleurent pas, pour vrai, moi souvent je leur dis, pour vrai, respect. Parce que des hommes qui pleurent pas, moi souvent je leur dis, respect, parce que comment tu fais avec une telle douleur de même, c'est... Et j'imagine, parce qu'il est mort en 2020, pendant la pandémie, j'imagine que tu n'as pas été en Haïti pour les funérailles. Et mon père, c'était en 2019. 2019. OK. Donc c'était avant la pandémie. C'est avant la pandémie. Okay. C'était octobre 2019, donc c'était pas encore la pandémie, mais c'était en Haïti. Oui, c'est ça. À l'époque, il y avait Paylock. L'insécurité. Il y avait Paylock, et donc on peut pas aller. Moi, c'est sûr que j'avais le plan d'y aller. Mais après ce que j'ai appris, mon père il avait habité à Fontamara. C'est là qu'il y a voilà. de l'insécurité. Donc d'après ce qu'on m'a expliqué, bon, si tu passes, il faut vraiment, tu dis au chef de gang où tu t'en vas, qu'est-ce que tu vas faire. J'étais comme, oh, on pourra en okay. reparler, c'est ce qui a causé. Hey, oui, on va en parler. C'est ça. Mais moi, je suis comme, hey, t'imagines, moi et je sors du Canada, il va dire au gang, ouais, je suis venu à l'enterrement de mon père. Oh non, non. Ils s'en foutent, eux autres, là. Artiste, là. Il va. Hein, c'est là, ben toutes oui. les raisons sont là pour un kidnapping. C'est exactement. Donc, c'est ça. Donc, Donc, c'est pour ça. Donc, j'ai pas pu aller à l'enterrement, mais par contre, de distance, moi et ma grande soeur, on a pu l'organiser parce que j'ai un oncle à moi qui a une maison de funérailles en Haïti. Donc moi, je rentre en contact avec lui, puis je dis, écoute, dis-nous, écoute, prends tout en charge et tu nous laisses savoir qu'est-ce que tu as besoin. Et c'est ça, lui, il a été celui qui a le cherché et envoie l'ambulance au morgue et whatever, pour tout faire, chacun et tout. Puis ça a été vraiment, moi et ma soeur. Après, j'étais allé à Boston, parce que ma soeur aussi était à Boston. Ma soeur ne pouvait pas y aller aussi. Donc moi, j'étais allé chez elle. On était les deux, assister à l'enterrement virtuel. Ouais. OK. C'est ça, on était les deux. Donc moi, je vous entends. Et j'entends qu'il y a différentes étapes au deuil, dont la première, c'est le choc. Donc, j'ai entendu tous les deux, c'était la première chose, c'est le choc. Ensuite, j'imagine, il y a le déni, c'est impossible, ou le pourquoi. Pourquoi mon frère, pourquoi mon père, j'imagine. Il y a probablement toutes sortes d'émotions, ou peut-être on passe par la dépression, j'en ai aucune idée, l'acceptation. Et à un moment donné, j'imagine qu'on se reconstruit. Donc moi, je me permets de te demander, Joey, comment tu vas maintenant par rapport au décès de ton frère? Est-ce que tu commémores? Tu en as parlé un peu? Ben en fait, écoutez, moi, comment j'ai pu plus facilement passer à travers la mort de mon frère, c'est que justement après cet événement à la vigile, j'ai réalisé l'importance aussi que mon frère avait pour beaucoup de gens. Il était devenu un symbole de sa communauté parce qu'un jeune noir vient de Montréal-Nord. Souvent on entend parler de criminalité, etc. Mais lui, il était étudiant en génie civil, deuxième année à l'université polytechnique.
et il est décédé au travail, un jour de Noël. Donc, ce sont toutes des signes, je pourrais dire, d'excellence d'un homme qui a mené un bon combat. Donc, j'avais décidé avec mon père et ma mère de commémorer sa mémoire. On voulait que son nom reste éternellement pour pouvoir justement influencer positivement les jeunes de la prochaine génération. Et aussi pour toutes les gens qui aimaient Riley, pour chaque fois qu'ils se rappellent de Riley, au lieu de pleurer, ils se rappellent de les bonnes choses qui ont été faites en son nom. Notamment, il y a eu une bourse d'études de plus de 40 000 $, qui ça fait déjà 2 ans qui est distribuée à l'école secondaire Henri Bourassa. Donc, il a reçu une médaille d'Assemblée nationale. Et il y a plein d'autres choses aussi qui se préparent pour justement permettre à d'autres jeunes de suivre le modèle que Riley était. Et donc, perpétuer son nom à jamais, sa vie. Exactement, perpétuer son nom à jamais. Et moi, quand je pense à mon frère, je pense à un jeune homme fort, un guerrier, un homme qui était très affectueux, aimant, déterminé. Il abandonnait jamais Riley, je me rappelle. Moi, lorsque je trouvais des choses difficiles à l'école, mon petit frère, il était toujours un peu plus studieux à ses affaires. Puis il me disait, non, t'inquiète, juste étudie un peu plus, tu peux. Et d'ailleurs, il y a même des jeunes qui ont témoigné, des jeunes étudiants, que mon frère les a souvent aidés à ne pas lâcher les études. Donc, c'était tout un symbole de persévérance. Pour ça. Donc, Richard mentionnait qu'il n'a pas pu aller aux funérailles parce que justement, Haïti est dans cette insécurité. Peut-être expliquer, si tu le souhaites bien, dans quelles circonstances ton père est décédé 4 mois après le décès de ton frère. Mon père, il voulait justement, un peu de temps après qu'on avait reçu la médaille de l'Assemblée nationale pour mon frère, il voulait aller se ressourcer en Haïti. Vous savez, perdre un fils, on a besoin de temps pour soi. Et donc, cette journée-là, elle était très, très différente. Je pourrais dire bizarre, glauque. Parce que je suis venu voir mon père vers 6h du matin chez lui. Et je me rappelle, j'ai amené un sandwich. Puis, il semblait très agité, très stressé, très énervé. Et généralement, moi et mon père, je dirais qu'on est des bons amis, des partenaires, là, vraiment. Donc, on se dit tout. Et on peut parler vraiment de tout et rien. Il me conseille, je le conseille. Donc, on avait vraiment développé une amitié au fil du temps. Puis surtout, après la mort de mon frère, ça nous avait beaucoup rapprochés. Car on a compris que tu peux avoir des amis, tu peux avoir des collègues de travail, etc. Mais parfois, dans certains moments, ton père, ta mère, c'est les personnes que tu as besoin d'eux. Puis aussi que lorsque tu pars, ils vont être vraiment affectés par ça. Donc, cette journée-là, venant le chercher pour aller le déposer à l'aéroport, pour qu'il aille en Haïti, dans la voiture, pendant le trajet, on n'a pas parlé du tout. Et moi et mon père, lorsqu'on est ensemble, on est très verbal. C'était silencieux, un silence lourd. Je me sentais comme quelqu'un qui venait d'apprendre une mauvaise nouvelle ou quelqu'un qui s'en allait à la guerre. C'était ça le ressenti vraiment. Et j'ai l'impression que c'était la même chose pour mon père parce qu'on n'a pas dit un mot. Puis c'était lourd. Et même lorsqu'il est descendu de l'auto, même notre étreinte, notre accolade, elle n'était pas habituelle. Comme si on pressentait quelque chose. Et je me rappelle, et il a pris l'avion, il a atterri en Haïti. Il m'a dit qu'il était arrivé. Puis il m'a dit qu'il devait prendre le 2e avion justement pour aller à Jacmel. Donc il ne l'a pas fait en voiture pour éviter les bandits, etc. Donc je me rappelle, lorsqu'il m'a écrit ça, je l'ai écrit prends soin de toi mon père, je t'aime. Puis il m'a dit moi aussi je t'aime. Et j'ai ressenti le besoin de l'écrire quelques mots de plus. Je l'ai écrit si ta faim vient, ne regarde pas ce que tu laisses derrière et va de l'avant. Ne laisse pas les autres contrôler tes émotions. Je t'aime. Et il m'a répondu, merci mon fils, moi aussi je t'aime. Et comme pour me montrer que ce que j'avais pressenti, c'était ça qui devait arriver, quelques minutes après, je l'ai appris bien évidemment un peu plus tard, mon père a subi un écrasement d'avion dans la commune de Carrefour. Et comment moi j'ai appris ça, après l'avoir déposé, j'ai fait... Oui, l'avion qui était, je me rappelle, c'était pas vrai. Donc après l'avoir déposé, je suis rentré chez moi. Puis je pense qu'il était environ vers 3h lorsque j'ai reçu un coup de fil de ma mère. Elle m'a dit,
est-ce que tu as quelqu'un qui a été en Haïti? Parce qu'elle et mon père, brièvement, n'étaient plus en bon terme. Ok. Et donc, j'ai dit, oui, j'ai quelqu'un, mais pourquoi? Elle me dit, parce qu'il y a un petit avion qui est écrasé à Carrefour. Je lui ai dit, ah, mon père allait à Jacmel, Carrefour, je pense pas. Donc, j'ai dit, bon, ok, je pense pas que j'avais quelqu'un dedans, mais je vais regarder. Mais ma mère aussi pressentait quelque chose. Donc, j'ai été écrire sur Google, écrasement d'avion en Haïti. J'ai vu, je pense, un article sur le Nouvelliste. Je pense que c'est un journal haïtien, je ne suis pas sûr. Nouvelliste, ouais. J'ai appuyé, en grand plan, qui je vois, dans une photo, mon père avec le costume que je l'ai vu s'habiller le matin, écrasé à terre. Je ne vais pas rentrer dans les détails atroces, mais vous savez, en Haïti, si le président d'Haïti meurt et c'est pas censuré, alors mon père, ça ne sera pas censuré. Donc, lorsque j'ai vu ça, j'étais choqué. Je me disais, c'est quoi la chance? J'ai jamais perdu de proche. Mon frère meurt le jour de Noël. 4 mois après, mon père meurt d'un écrasement d'avion. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis le prochain? Et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le téléphone de mon père en Haïti parce que là, j'étais dans le déni. C'est-à-dire, je ne voulais pas croire que mon père était mort pour de vrai. Je me disais, c'est quoi les chances? C'est quoi? Quel hasard a créé ça? Donc, je me rappelle avoir dit à TVA que j'avais, je pense, gagné à la loterie de la malchance. Puis, j'ai appelé le téléphone de mon père. Je pense que c'était un lieutenant de police haïtien qui a répondu. Il a dit bonjour, qui êtes-vous? J'ai dit vous, identifiez-vous. J'appelle sur le téléphone de mon père. Il me dit je suis un lieutenant de police de la commune de Carrefour. Et j'ai dit c'est le téléphone de mon père. Il dit alors mon garçon, j'ai le regret de t'annoncer que ton père est décédé dans un écrasement d'avion. Il me l'a dit cru comme ça. Puis écoute, quand j'ai entendu ça, je suis sorti dehors. J'ai laissé mon téléphone, j'ai pas accroché. Je suis sorti dehors, dans la rue, puis j'ai crié. J'ai crié à plein poumon. J'ai crié fort comme si j'étais en guerre. Et mes voisins sont surpris parce que je ne suis pas une personne si expressive. Je suis une personne souvent très stoïque. Donc, pour moi, ce cri de guerre, c'est chanter que on arrivait un peu commencer à clôturer la mort de mon frère avec les médias et tout ça. Puis là, maintenant, le livre s'ouvrait à nouveau, bien grand. Ça m'avait vraiment choqué, ça m'a frustré. J'étais très fâché. C'est ça que j'ai ressenti. J'ai ressenti énormément de colère, d'impuissance. Puis après, j'ai été chercher ma mère au travail qui était en lambeaux aussi. Parce que c'est pas parce qu'ils n'étaient pas en bon terme qu'ils ne s'aimaient pas. C'est une nouvelle choquante quand même. Le père de tes enfants et ton enfant en moins de 4-5 mois. Et ma mère, elle a connu vraiment 3 hommes mais dans sa vie, à part son père qui est décédé. Donc, ça a été... Ça a été très, très difficile. Et le plus dur pour moi, c'est que quand mon père était là, au moins, je savais que j'avais de l'aide pour gérer tout. Puis même si ça, il me laissait. On dirait comme s'il me préparait, il me laissait m'occuper de tout, les médias, etc. L'enterrement, on l'a fait ensemble. J'ai l'impression que enterrer mon frère, préparer l'enterrement, c'était un entraînement pour moi. Parce que là, maintenant, tu dois refaire toutes les étapes pour ton père. Et donc, je devais encore gérer les médias, gérer mes émotions. J'ai ma femme, j'ai ma fille, j'ai ma mère. Donc, je devais gérer tout ça en même temps. Et ça m'a rendu plus fort. Ça m'a rendu plus fort. Est-ce que je n'ai pas vécu mes émotions? Oui, je les ai pleinement vécues. J'ai pris du temps pour pleurer. J'ai joué au piano pour pleurer, etc. Parce que lorsqu'on aime des gens, c'est tout à fait naturel qu'il y a des larmes lorsque la personne disparaît. Oui, bien sûr. Et la dernière chose qui m'a rendu le plus fort, c'est le fait, avant leur mort, j'avais déjà compris que toutes les choses dans la vie qu'on aime, qu'on entretient une relation avec, vont arriver à un terme. Que ce soit volontairement... Il ne faut pas s'attacher. Hein? Je ne dirais pas qu'il ne faut pas s'attacher, mais il faut accepter. En tout cas, on comprend qu'il ne faut pas s'attacher au matériel, accepter justement de vivre le quotidien avec les gens. Exactement. Accepter que, en ce moment, j'ai une belle conversation avec Darnley et notre cher superstar ici. Mais il se pourrait que ce soit la dernière. Il se pourrait même qu'on se revoie dans la rue et que vous ne voudrez pas m'adresser la parole. Et donc, est-ce que moi, maintenant, je vais me morfondre pour ça? Est-ce que c'est la fin du monde? Non, c'est qu'en ce moment, le moment présent que je partage avec vous, je le vis pleinement. C'est l'essentiel. Et je m'en nourris. Mais si vous n'êtes plus là, je vais me nourrir des beaux souvenirs qu'on a eus et passer à l'avant. Une belle philosophie. Et toi, c'est très touchant. Richard,
tu perds ton père, tu peux pas aller aux funérailles. Ouais. Et 9 mois après, donc même pas un an après, 9 mois après. Tu perds ton petit frère. Petit frère, ouais. Il était où Est-ce exactement? que c'est celui qui t'avait appelé pour t'annoncer la mort de ton père? Non. Ok, C'est un un autre. C'est un autre, Ok. ouais. Donc, Et comment tu passes au travers de tout ça, là, de prendre ce choc? Ah, ben écoute, déjà avec le décès de mon père, qui me travaillait beaucoup, parce qu'en fait, j'avais le remords que j'ai pas pu l'appeler avant pour lui parler, je me sentais mal. Parce qu'en fait, je me dis, tout ce que le monsieur il voulait, c'est que je lui parle. Que, en fait, moi et mon père, on n'a jamais été dans mauvais termes. Juste, on n'est pas grandi ensemble. Donc, parce que ma mère et puis mon père étaient séparés depuis que j'avais 7 ans, tu vois. Donc, ce qui veut dire, là, mon père est vieux, donc mon père était vieux, donc il voulait avoir une conversation avec ses enfants et tout. Et oui, mais mon père passe plus de temps à parler à ma grande soeur, donc, parce que ma soeur est vraiment l'unique fille, parce qu'on est que des gars, on est comme environ 9 garçons, donc on est que des gars, donc... C'est la seule consolation. C'est ça, donc, ce qui veut dire, on est tous... même le plus chaleureux des frères, on peut être froid. J'ai mon grand frère, s'il y a plus froid que lui, il n'y a pas d'autre. Lui, il n'est pas jamais avec mon père. Jusqu'à sa mort, ils n'ont même pas pu changer une communication. Et ça a été comme... Il y a même des gens qui disent, à mon grand frère, au moins, là, à l'enterrement, c'était... Bref, et donc, pendant, je peux dire, de octobre à juin, du octobre 2019 au mois de juin, donc la pandémie et tout, donc la Covid, donc c'est que nous les Haïtiens, on est comme, ouais, la Covid, puis, ok, ça va passer. Et on m'a appelé, je me rappelle, je parlais avec mon petit frère. Mon petit frère, c'est parce que dans la vie, on a des frères, puis on a frère, on a frère ami. D'accord. Comme moi, mon grand frère, c'est mon frère. Mon grand frère, c'est mon frère. On n'est pas D'accord. amis. On est juste frères. Ok? D'accord avec cette On parle, mais on parle de tout et de rien aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus proche qu'auparavant. On est frères, mais on n'est pas amis. Mon petit frère, on était buddy. On était les meilleurs amis. Ce qui veut dire, les deux, on se communique en regardant. Je sais ce qu'il dit, il sait ce que je dis. On a commencé la musique ensemble. On a joué nos spectacles ensemble. On a fait notre premier CD ensemble, notre premier album. On a tout travaillé ensemble. On écrit ensemble, on compose ensemble. Écoute, on part jouer, on embarque dans des autobus pour aller jouer dans des autres villes ensemble. En République, on a fait vraiment plein de shows ensemble. On était vraiment l'équipe 2BJ, Two Blooded J. Moi, c'est Richie J. Lui, c'est Jason J. Two Blooded J. On était l'équipe, écoute, il y avait même des gens qui voulaient semer la compétition entre nous en disant, ben non, lui, il rappe mieux. Ben, il dit, mais moi, je chante. Il dit, c'est ça. Donc, lui, c'est lui la force du groupe. C'était ça. Donc, il m'avait appelé. Mais lui, il a toujours cru en moi. C'est un gars qui me dit, yo, Richie, tu vas voir, man, tu vas très loin, man, t'as beaucoup de talent et tout. Mais moi, je dis, mais non, toi aussi, tu vois. Et je me rappelle, je l'ai parlé la veille de sa mort. Il me disait, je l'ai vu, il est tout barbu et tout. Je dis, yo, c'est quoi cette barbe, man? Il me dit, yo, mais les barbershops sont fermés, bro. Après, je dis, puis ça va. Je dis, yo, ma mère m'a dit que t'as le Covid, bro. Il dit, ouais, man, fucking Covid, man. Hey, on rigolait, là. C'est comme lui, comme, ouais, man, Covid et tout, là. Après, je dis, puis, t'as pris quelque chose? Bah, écoute, je prends du thé, là, des choses de même. Et pour vrai, c'était léger. En plus, il y a une conversation qui est partie, une conversation de groupe. C'est là aussi qu'on avait lancé notre label, To Like The Music. Il était aussi parmi des artistes qu'on voulait aller tous ensemble. Il était moi, Jeremy Mr. J, lui. Écoute, Abuelo, on voulait lancer une affaire pour tous les artistes et tout. On avait un groupe de chat, dans ce groupe-là, cette journée-là, il y avait un appel qui pop-up. On ne sait pas qui a appelé qui. Puis tout le monde a décoché. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Et comme, après, j'ai vu, c'est là, je lui parle. Puis après, tout le monde est comme, ah ben moi, je suis busy. Comme tout le monde était détaché. Puis il restait juste moi et lui qui se parle. Okay. Puis pendant qu'on parlait, c'est là qu'il a toussé. Okay. Tu vois le sorte de tout là. Après avoir toussé, puis mais qui comme, il prend son temps là avant de reparler. J'étais comme, yo bro, le Covid niaise pas sur toi là. Il me dit, yo man, fucking Covid man.
Mais pour vrai, c'était ça. Mhm. Après, je dis, bon, c'est chill, bon, go. Va te reposer, mais on se parlera. OK. On reparlera. Et c'est ça, puis le lendemain, cette soirée-là même, j'ai dit, il y avait une soirée, j'ai eu du fun dans la soirée, on a eu du plaisir. Et le lendemain, je me suis réveillé, j'ai eu comme environ 13 appels manqués, j'oublie jamais, 13 appels manqués de ma mère, j'étais comme, ok, c'est quoi le rush là? C'est comme, parce que je sais, maman, des fois, on l'appelle mère poule, parce que ma mère, elle panique pour rien là. Ma mère, si je dis, hey, salut maman, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ma Ce sont les mamans. Donc, c'est ça. Donc, j'ai vu l'appel, je dis, c'est quoi le rush, là? L'appel manqué, puis après, je regarde mon téléphone, je suis comme, OK. Ah, OK. Puis après, je dis, OK, je vais rappeler back. Puis j'ai laissé mon téléphone. Mais quand je retourne, j'ai eu 2 autres appels manqués de ma grande soeur qui est à Boston. Je dis, OK, mais qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde a appelé. Mais je dis, oui, allô? Parce que ma soeur, elle m'envoie tout le temps des choses d'église, de prière, parce qu'elle m'avait envoyé des choses de prière. Elle me demande tout le temps, puis as-tu pu écouter? OK. Et moi, des fois, je dis, ouais, j'écoute. Puis elle dit, oui, sister, j'ai écouté. J'ai répondu direct, je dis, ouais, j'ai écouté le pasteur qui prêchait. Puis après, comme, elle me parle en pleurant. Après, elle dit, qu'est-ce qu'il avait? De quoi tu parles? Il dit, mais qu'est-ce qu'il avait? Après, je dis, mais non, de quoi tu parles? Il dit, mais là, je viens de recevoir une nouvelle et tout. Puis là, je sais pas. Mais moi, j'étais comme, je dis, non. Mais non. Mais c'est comme, parce qu'en fait, c'est l'unique. En fait, s'il y était d'autres personnes, je sais pas, du côté de mon père ou du côté qui est décédé, elle ne m'appellerait pas de cette façon. C'est sûr, c'est quelqu'un qui est proche de nous. Mais sauf que dans ma tête, automatiquement, le déclic, ça a été lui, dans ma tête. J'ai même pas pensé soit à mon grand frère ou d'autres, non. Déclic que je dis, c'est lui. Je dis non. Elle m'a dit, oui, on vient de m'appeler là. Puis c'est là qu'elle a dit son nom. Et là, tu es comme, non. Mais sérieux là, non. Franchement. Ah non, je me rappelle, Elisabeth était à côté de moi. Puis elle m'a dit, quoi? Ben, j'ai tout BJ. Et comme, quoi? Il dit, ah, non. On était comme un nom. Ouais, j'en parle là, ça me. Mais c'est un nom qui est comme. C'est pas possible. Inacceptable. C'est pas possible, non. Hey, pour vrai, je me rappelle, j'ai appelé lorsque j'ai rappelé maman, puis maman qui criait et tout. J'étais comme, what the fuck. Hey, je me rappelle ça, je l'oublierai jamais. Et je m'étais mis debout dans le mur. J'appuyais le dos dans le mur comme ça. J'ai resté environ 30 minutes. Et je sais pas. C'est après, je me demande, qu'est-ce que je fais? J'étais comme ça. Dans le mur, je me mettais debout comme ça. Et il y avait un silence à la maison. J'avais pas envie de parler avec personne. J'étais comme vous l'avez dit, c'est quoi le malchance? C'est comme, c'est quoi? C'est quoi le deal? C'est quoi là? Qu'est-ce qu'il y a comme... Qu'est-ce que tu veux? Comme... Qu'est-ce que tu me veux? Tu t'es demandé si c'était le prochain? Non, mais non, c'était pas ça. Moi, c'était plus... C'est quoi? Moi, c'est plus comme... C'est quoi ton fucking problème là? C'est comme... La vie là, c'est comme dit... C'est quoi ton problème là? C'est drôle parce que tu mentionnais que ta sœur t'envoie des prières. Et j'aimerais faire rapidement une parenthèse sur la spiritualité. Comment est votre spiritualité maintenant après ces 2 décès? Est-ce qu'on en veut ou est-ce qu'on est plus justement spirituel et reconnaissant face à la vie? Je vais te poser la question. Ben, je dirais que ce qui m'a aidé à affronter ça à la tête haute, c'est le fait que j'avais priorisé ma spiritualité les 2 dernières ou les 3 dernières années précédant ça. Donc, c'est juste très important de réaliser qu'on n'est pas en contrôle de tout et que si on se réveille ce matin, c'est qu'on a eu cette grâce. Moi, je dois dire, disons, spirituel, pour vrai, je suis né d'une famille chrétienne et tout. Et c'est sûr que moi, je suis plus dans le chemin. Mais je dois dire que aujourd'hui, la vie, je l'apprécie à chaque jour. Et moi, je vis. Aujourd'hui, je le dis, je vis. Et je m'excuse, j'ai vraiment développé une philosophie parce que je m'en voulais et pour la mort de mon père.
Je me suis dit, j'ai pas pu le parler. Mais là, j'ai pu le parler. Ouais. J'ai pu lui... Mais il est parti pareil. Mhm. J'étais comme... Après, vous savez quoi? La vie, je sais pas ce que demain va être. Moi, je vis. Je vis et moi, je dis aux gens, je vis ma vie. Regarde, je vis. Je vais en profiter de ma vie. Et moi, je peux dire, ce qui m'a... Je pense que j'ai jamais... Je pensais avoir mal lorsque mon père était décédé. Mais ça a été... Moi, je peux dire, ça me... Jusqu'à aujourd'hui, ça me balance un peu, là. Jusqu'à aujourd'hui, ça me bouleverse un Donc, peu. ça t'arrive de penser à lui? Ton Toujours, Chaque jour. toujours. Ouais. Ça, toujours, il y a mon profil Facebook, Mhm. c'est sa photo. OK. Mon profil Facebook, c'est sa photo. Sur mon Et- téléphone, moi, Ouais, ma pochette, c'est mon frère. Mon fond d'écran, c'est mon père. c'est ça. Ok. Moi, Donc, ça moi, nous permet de les voir. ouais, mais quand même. en plus, à tel point, je suis rendu à l'étape que je peux même plus l'enlever de mon profil Facebook. Je sens c'est comme si de le jeter dans l'oubli. Et ce ne veut pas dire que... Parce que le but, c'est bien de penser aux autres. C'est bien de penser à nos morts. Mais aussi, on ne peut pas s'effondrer non plus. Non. Et moi, c'est sûr que dans l'étape de m'effondrer, je dois dire que je l'ai passé. Et aujourd'hui, ça va. Je suis debout et je Mais reste debout. justement, Richard est un artiste, chanteur connu sous le nom de Richie J. Ouais. Et tu viens de le dire tout à l'heure, tu vis ta vie, la vie elle continue. Ouais. Donc la chanson, la vie d'artiste, ça va comment? Ben, moi, je pourrais, après son décès, je pense que j'ai écrit le meilleur album. J'ai pu écrire mon meilleur album qui est Le Temps. Mon album s'appelait Le Temps. Ok. Le Temps, cet album-là, je l'ai écrit parce que je voulais arrêter la musique. Après son décès, je voulais plus rien faire. J'avais plein de ses amis Et qui pourtant, je vois m'écrivent. passer sur les réseaux sociaux, tu as des nominations. Ouais, ben avec cet album-là, j'ai été nominé à la disque comme meilleur album autre langue. Voilà. Et j'ai remporté meilleur album à Toronto. Et sur Félicitations. cet album, c'est... Ouais. Écoute, les chansons que j'écris, c'est vraiment comme exemple Vida Loca, que les gens peuvent voir, ouais, c'est une texte joyeux, c'est une chanson joyeuse, mélodie joyeuse, mais regarde les textes, c'est très déprimant, et j'ai la chanson Adios que j'ai écrit pour lui, Oh. Adios, que Vas-y Molo, c'est vraiment, moi je voulais arrêter la musique, après son décès, je voulais tout laisser Mais tomber. tu as continué. Oui, parce que lui, c'est ce qui m'a toujours Croyez en dit. toi. Ouais, il me dit non, tu vas très loin, man, t'es très bon. Et il est décédé en juillet. J'avais déjà plein de projets, comme juillet, août, septembre, octobre. J'avais plein de projets. Et moi, j'ai tout mis de côté. Et c'est après, je me rappelle, je parlais avec un ami qui me dit, qui m'a sorti un mot, vas-y mollo. Puis après, je dis, oh, c'est un beau texte. Mais c'est une belle phrase. Ça peut faire une chanson, ça. Et pour vrai, j'ai rentré en studio. J'ai fait la chanson Vas-y Mollo. Et je peux vous dire, Vas-y Mollo, ça a été la chanson qui a fait le déclic, qui m'a mis numéro 1 à la radio, ça a été la chanson qui... Puis comme je dis, oh wow. Parce qu'en fait, je me rappelle, je dis, lui, tout ce qu'il voulait, c'est de la musique. Si j'arrête maintenant, c'est comme... Je nous laisse tomber. OK. C'est comme je nous laisse tomber. C'était notre rêve en France. Mais moi, en me voyant en show, c'était ce qu'on rêvait les deux. On voulait être en show, que les gens chantent notre chanson. Et pour vrai, l'album, je l'ai fait. Et lorsque j'ai nominé aussi, j'ai pleuré ma vie aussi. Ah. La veille, ouais, parce que il était la personne que j'avais envie d'appeler pour dire ça. Parce qu'en fait, j'ai appelé ma mère, je dis à ma mère, ouais maman, je suis nominé à la disque et tout. Ah, félicitations, merci mon fils, tu comprends? Ma mère était contente, mais c'était pas ce que je voulais. Tu avais envie de parler à ton frère. Je voulais qu'il dise, yo, je te l'avais dit, est-ce que je te l'avais pas dit? Yo! Parce que c'est ça, c'était chaque étape que j'entreprends, c'est une fierté pour lui. Donc moi, j'étais comme le grand frère qui va tout clencher, tu vois. Et il y a une chanson de Nino qui s'appelle Poto. Et cette chanson, je l'écoute jusqu'à aujourd'hui. Mon poteau, c'est... Parce que la chanson, il dit « Aujourd'hui du caviar, j'oublie pas les cailloux qu'on a mangés la veille. Et c'est comme... c'est le mot pour dire aujourd'hui, parce que la chanson Poto, c'est Nino qui a expliqué son succès dans la musique.
Puis elle commence avec un ami aussi qui est décédé. OK. Donc, cette chanson-là vient tout le temps me chercher. Et moi, je dis, je souhaite cette douleur à personne. C'est deep, c'est deep. Et moi... Mais ce que je retiens, c'est que la vie, quand même, elle continue et tu te permets de vivre. Vivre, moi, pour vrai, je le dis. Récemment, pour vrai, il y a même un décès que j'ai eu récemment dans ma famille. Est-ce que ça m'a affecté? Ouais, mais pour autant. Pourtant, c'était, je peux dire, c'est ma grand-mère. C'est ma mère, c'est une deuxième mère. C'est elle qui nous a élevés, moi et mon grand frère. Mais c'était comme, on l'attendait. C'est comme, oui, ça m'a choqué, quand ma mère m'a dit, ouais, ta grand-mère a décédé. Bah, écoute, ok. Parce que des fois, on se dit avec l'âge aussi. Mais Mais là, la relation que tu avais avec ton frère, c'était différent. Joey, en terminant, comment toi, tu continues la vie? Comment tu... Bon, je sais que tu as voyagé, hein? Un peu pour faire suite à ce qu'il disait, écoute, j'ai l'impression que je devais vivre la vie pour 2 autres personnes. Oui, ça aussi. Pour toi. Donc, mon frère, avant de décéder, il avait pris un billet d'avion pour aller en République. Ça allait être son premier voyage, à part le voyage d'émigration vers le Canada. Là, mais en République, c'était déjà payé pour le 5 janvier. Puis il est mort quelques jours avant. Donc, moi, je me suis dit, écoute, la vie est tellement courte. Regarde, mon frère a fait les choses bien. T'sais, il allait à l'école, il faisait tout. Il est mort au travail. Donc, est-ce que c'est vraiment ça la vie? Je ne dis pas à quelqu'un de ne pas aller aux études, ni de ne pas travailler, mais des fois, on remet tellement à demain. Je vais faire ça plus tard, quand je finis mes études, quand j'accumule assez d'argent, etc. Puis je me dis, écoutez, il faut vivre à fond. Donc, j'ai décidé de voyager. J'ai été plusieurs fois en Floride. J'ai été faire 1 mois et demi en Inde, d'ailleurs. J'ai été en France, Qatar, Panama, etc. Donc, j'ai voulu vraiment explorer le monde. Quand je me dis toujours, si c'est ma dernière journée, mon dernier mois, je sens que j'ai tout donné. J'ai accéléré sans freiner, là. C'est la meilleure chose, parce qu'en fait... Puis pour mon frère, pour mon père, pour le rendre honneur, mon père, c'était un homme très impliqué dans sa communauté. C'était un grand homme, même s'il n'était pas connu de tous les médias, etc. Mais c'était un pasteur avant tout. Et il aidait énormément beaucoup de personnes. Que ce soit en Haïti, ici, il y avait une grande communauté de personnes qui comptaient sur lui. Maintenant, il y avait des attentes, étant donné qu'il était pasteur, que moi, je prenne la relève. Ben, chacun son chemin. Et moi, j'ai décidé de continuer à servir le bien commun d'une autre manière. Donc, j'ai décidé de m'impliquer plus au sein de la communauté nord-montréalaise en tant qu'intervenant. Donc, je travaille avec des jeunes marginalisés et tout. Donc, j'aide les gens à avancer dans la vie et vivre pleinement aussi. Puis, j'utilise toujours ces 2 tragédies afin de rappeler aux gens des fois que, écoute, il y a plus dans la vie. Il ne faut pas laisser un petit problème te mettre à terre et tout. Puis, qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que si tu fais juste vivre pour ce que les autres personnes veulent pour toi ou pour ce que tu veux pas, c'est pas une vie, tu vas le regretter. Donc, je continue d'aller de l'avant, puis vivre à fond pour moi. Merci, messieurs. Ouais, ça fait plaisir. Vraiment. Je crois que les gens vont vraiment apprendre, retenir. On ne peut pas partager nécessairement la douleur, mais on peut comprendre qu'on la traverse. On peut partager la force. Voilà. Oh, j'aime ça. Voilà. Merci. Merci à toi, Darby. Merci. Et grâce à toi, là, j'aimerais ajouter, j'ai encore plus compris que j'étais pas seul. Regarde, il y avait quelqu'un. Mais vous avez des le monde profils. est tellement petit. Vous avez des profils, là, vraiment une similitude. Et les deux, vous avez J dans vos noms. Ouais, en plus. On n'est pas les seules personnes à souffrir dans le monde. Donc, je ne peux pas abandonner. Merci. Ça fait plaisir.